gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, je rencontre Julie Leclerc pour parler de menuiserie communautaire. Je discute avec Obakir de l'état de nos points de passage de cours d'eau. Et finalement, on parle modèle vivant avec M. Pierre Brignot. C'est à ne pas manquer. Musique. Je suis avec Julie Leclerc. Aujourd'hui, on parle de menuiserie communautaire. Comment c'est arrivé, cette idée-là, dans une vie? C'est arrivé que la madame était beaucoup nomade. Je suis une artisane pour le patrimoine vivant, donc je suis ballettière. Je confectionne des ballets, moi. OK. Et puis, j'ai fait le tour du Québec. Ça fait 10 ans. Je rentre dans ma 10e année d'opération. Et ben, à travers les années, on se peaufine. Et puis, ben, j'ai décidé que j'avais une variable qui arrivait dans mon plan d'affaires, qui était des ânes. Puis, en approchant un de mes amis, je me suis rendu compte qu'il y avait un lieu de disponible qui dépassait les besoins de juste le milieu agricole. Donc, la menuiserie communautaire est arrivée dans la discussion parce qu'on parlait de quoi d'autre on pourrait faire autour du projet puis sur le territoire, le terrain qu'on imaginait. Et puis, en regardant ce qui se passait à travers la province, on s'est rendu compte qu'avec les affûtés, le B7, la patente, les bénisteries communautaires de Rimouski, puis la nouvelle à Rivière-du-Loup aussi, la menuiserie communautaire, bien, il y a une tendance, puis ça crée toute une synergie dans un milieu. Donc, on s'est arrêté sur cette idée-là, a priori, pour commencer, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Et là, vous avez déjà retrouvé beaucoup de gens qui voulaient se greffer à ce projet-là? On est vraiment surpris. On arrive du colloque provincial qui a été organisé justement par les bénisteries de Rimouski. Okay. Et puis, on était une trentaine autour de la table, qu'on discutait de chacune de nos réalités. Il y en avait qui étaient à l'aube de commencer. Il y en a qui réfléchissaient à comment commencer. C'est notre cas. Et puis, il y en a d'autres qui, ça faisait plusieurs années, qui étaient déjà en opération. Donc, on était vraiment heureux de se constater qu'on était déjà presque entre 60, 70, même 80, parce qu'on a des rencontres sociales qui sont en train de se développer, puis qu'on en a déjà eu, on a notre 3e rencontre sociale, donc on a des sondages aussi qui ont été faits, donc notre communauté est vraiment solide. On se rend compte que les gens s'intéressent, puis nous posent des questions, puis nous suivent. Donc, on pourrait dire pour sur 60. Qu'est-ce qui a été fait avec ces 60 gens-là jusqu'à maintenant? OK. Julie, elle a commencé à réfléchir avec son ami au mois de mars. Okay. Après ça, on a dit, OK, j'ai fait le tour des projets. Et puis, on s'est arrêté sur l'idée de la menuiserie parce que ça faisait du sens. Et puis là, on a fait une première rencontre avant l'été. Le challenge, c'est de vraiment mettre tout le monde ensemble pour qu'on collabore ensemble parce que ça va apporter à tout le monde. Mm-hmm. On le croit de par ce qu'on a vu puis les échanges qu'on a eus au colloque. Donc, on a eu notre première rencontre au mois de juin, puis le mot d'ordre, c'était « Allez-vous-en pendant tout l'été, puis allez vous inspirer, puis au mois de septembre, on va faire des rencontres beaucoup plus structurantes. » Donc, c'est ce qui est arrivé. Au mois de septembre, on s'est rencontrés une deuxième fois. Là, on a eu 22 personnes à la rencontre. Et puis, entre-temps, pendant l'été, un sondage a été créé, puis a été mis sur notre page Facebook. Mm-hmm. A été faite la promotion dans les médias locaux aussi pour le papier. C'est pas tout le monde qui est sur Internet. C'est notre challenge si on veut de l'intergénérationnel. Oui, forcément. Donc, le sondage, c'est une trentaine de personnes qui ont répondu à ça. Et puis, on a fait une autre rencontre sociale où, justement, les gens décidaient plus entre eux. Donc, où on expliquait moins le projet. Donc, les gens, dans la dernière rencontre, s'appropriaient le projet puis nous amenaient des idées, des noms, des façons de faire. C'est que là, on est rendu là. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, qu'est-ce qui s'en vient? On essaye de structurer notre groupe de gestionnaires. Donc, on est rendu à 3. On a une 4e personne qui commence à s'approprier un peu toutes les notions puis les possibilités. Et puis, on a trouvé notre bailleur de fonds. Donc, on en a plusieurs. On en a 2. Donc, on continue à vouloir partager la part des responsabilités. Donc, on veut avoir plusieurs bailleurs de fonds pour être représentatifs des utilisateurs.
Ouais, puis des partenaires qui seraient enclins de vouloir nous supporter. Donc, on continue à chercher des bailleurs de fonds. Et puis, pour l'endroit, on essaie de créer un pont vraiment tangible avec la commission scolaire. On aimerait ça être central au Kamouraska. On a quand même 17 communautés. Oui. Ah, ça fait du monde à la messe, exact, ça. Hein? On a juste une église. Fait que, on essaie de voir le centre, ça serait vraiment Saint-Pascal. L'Apocatière, déjà, c'est avec le Fab Lab, des ateliers de réparation. On se rend compte que ça fait loin pour certaines communautés. Donc, on s'est dit, Saint-Pascal, ce serait vraiment l'idéal. Donc, avec l'École d'éducation aux adultes à Saint-Pascal, on essaie de développer une formule. Puis, entre-temps, on travaille avec la commission scolaire pour faire la promotion de menuiserie 1 et 2, qui vont commencer sous peu. Oui, c'est ça, il y a des formations qui se donnent avec eux. Et puis ça, l'optique de ces formations-là, c'est 2 fois par soir, 2 fois par semaine le soir, je voulais dire. Et puis, l'objectif de ces petites formations-là, c'est de jouer avec tous les outils qu'on retrouve dans une menuiserie. Donc, c'est pas nécessairement de faire un projet, c'est de se rendre à l'aise avec la manipulation puis rester sécuritaire. Oui, parce que moi, je rentre là-dedans, je connais rien, je me blesse, là. Tu sors avec une nouvelle coupe de cheveux, on va dire, pas de doigts, hein? Ouais, c'est ça. Peut-être pas de tort après 20 ans. Non, c'est super. On a vraiment toutes sortes de personnes aussi, c'est important de le dire. On a des aînés, on a des jeunes, des femmes, des gens avec des mobilités réduites, de la déficience intellectuelle. Donc, nous, vraiment, on représente un milieu de vie. C'est vraiment ça, la menuiserie, puis c'est ce qu'on entend des autres milieux de vie, que le milieu communautaire, c'est imbriqué là-dedans dans le temps de le dire. Puis là, il y a des synergies, vraiment des dynamiques enrichissantes, absolument cool. À avoir hâte que ça arrive. On le sent, en tout cas, que ça t'allume là-dessus. C'est cool. Puis les gens qui veulent peut-être s'ajouter à tout ça, c'est le Facebook ou... Oui, donc Facebook ou les journaux. On a une collaboration avec Info Dimanche et le Placoto. Okay. Donc, on est en train de vraiment statuer. On aimerait ça faire 2 rencontres sociales par mois. Une qui va être mobile, donc on va se déplacer pour se faire connaître dans les différentes 17 municipalités. Puis une autre qui va être toujours à Saint-Pascal. Donc, est-ce que ça va être au local espéré ou avec un autre local avec une collaboration immédiate? On est en train, là, c'est vraiment... on va vous dévoiler des choses sous peu. C'est que restez... à l'écoute et au suivi, c'est bon. Écoute, pour conclure, Julie, j'ai un petit jeu ici qu'on appelle le Géo-jeu cette année. C'est pour voir à quel point tu connais ton coin. Donc, tu peux regarder la télévision et essayer de deviner où est-ce qu'on est. Ça ressemble à... proche de... moi, j'aurais le goût de dire 230. Oui, c'est le jardin floral de l'Apocatière. Bonne réponse! Merci beaucoup, Julie. Donc, on se revoit bientôt. Je te souhaite bonne chance avec ce nouveau développement-là. Oui, mais nous autres, on apprécie les gens qui sont déjà là. Donc, j'aime à les remercier. Ceux qui s'investissent dans le comité de gestion, c'est beaucoup d'heures au début. On les remercie beaucoup. Puis, on veut vraiment que ce soit un milieu de vie. C'est que vive la vie. Vive la vie. Quelle belle conclusion! Vive la vie. Je suis maintenant avec Véronique et Antoine de Obakir. Donc, ce matin, on parle un peu de, si j'ai bien compris, une espèce de recensement, entre guillemets, des différents chemins de traverse, de différents cours d'eau. Je pense que la conclusion n'est pas nécessairement si positive, est-ce que j'ai pu comprendre? Où est-ce qu'on en est comme ça dans le coin, là, au Québec, avec ça? Bien, en fait, le but du projet, comme tu dis, là, c'était un peu de faire l'inventaire de toutes les traverses de cours d'eau. Oui. Donc, des ponceaux, là, des tuyaux qu'on aménage pour pouvoir passer par-dessus les cours d'eau. Oui. Puis, principalement en forêt publique. Donc, la voirie qu'on appelle la voirie forestière, qui a été aménagée par l'industrie pour la récolte de bois. Puis, on voulait aller voir dans quel état sont ces traverses-là, particulièrement par rapport aux poissons, parce que le poisson va éventuellement emprunter ces traverses-là pour remonter vers ses habitats pour se reproduire, pour s'alimenter. Puis des fois, si l'entretien n'est pas bien fait, ça peut devenir une barrière à la montaison du poisson. Donc ça, c'était un des objectifs. Puis éventuellement aussi, si l'entretien n'est pas adéquat, il peut y avoir des sédiments qui sont posés par-dessus l'installation. Là, par exemple, un ponceau, on va mettre des sédiments par-dessus. Puis si on ne fait pas un entretien adéquat, ces sédiments-là, éventuellement, vont nécessairement se retrouver dans le cours d'eau. Puis c'est dommageable pour le poisson.
ça peut abîmer ses branchies, ça peut aussi faire l'ensemblement des frayères, donc venir littéralement colmater la frayère, puis empêcher l'oxygène de se rendre jusqu'aux œufs des poissons, puis éventuellement, s'il n'y a pas d'oxygène, ben ils écloront pas. Okay. Donc, il y a une incidence aussi là, sur la survie des populations de poissons. Donc, c'est ça. L'idée, c'était de dresser un portrait puis de voir quel était l'état dans l'ensemble de la partie de notre territoire qui est en terre publique. Puis, ben ça nous a permis aussi de faire une priorisation, fait que de voir quel ponceau était vraiment là, dans un état critique. Il y a à peu près la moitié des traverses qui ont été visitées là, qui étaient dans un état... Bref, endommagé. Pas idéal. Pas idéal, puis c'était un peu moins, là, autour de 35 là, une 30 qui était vraiment dans un état critique. Donc, il y a une urgence là, d'aller intervenir pour en prendre soin. À ce moment-là, quand on sait ça, c'est qui qui veut intervenir pour en prendre soin? C'est à qui ces petits chemins-là? Ça, c'est le grand problème. OK, parce qu'au Québec, c'est le principe de l'utilisateur-payeur qui prime. Oui. Donc, à partir du moment où l'industriel forestier a fait son aménagement puis a été subventionné pour le faire, ça devient un bien public. Puis pour l'entretien, c'est le principe de l'utilisateur-payeur, mais l'histoire, c'est qu'il y en a plus qu'un utilisateur. Puis là, c'est de trouver l'utilisateur en tant que tel qui devrait prendre soin puis entretenir ces infrastructures-là. Tout le monde se relance la balle. Exact. C'est des chemins multi-usages. C'est utilisé par des pêcheurs, par des chasseurs, par des villégiateurs, par l'industrie. OK. Mais c'est ça. Fait que là, ben, on attend le jour où il y aura un prochain industriel forestier qui va avoir une nouvelle récolte de prévue puis qui va vouloir emprunter ce ponceau-là. Puis à ce moment-là, ben, lui, il va faire un entretien, mais tu sais, des fois, ça peut aller 30, 40, 50 ans avant que... Oui, puis j'imagine qu'il y en a pas mal, je sais, avec toutes les forêts qu'on a autour. Ben c'est ça. C'est pas tous les chemins qui ont le même usage. Il y a les chemins principaux qu'eux ont un meilleur entretien. Oui. Mais il y a tous les chemins secondaires aussi qui sont laissés aller avec le temps parce qu'il n'y a plus du tout d'entretien. Donc, la majorité des ponceaux qui étaient le plus critiques, justement, sont sur des chemins qui sont carrément parfois abandonnés. Oui. Il y a certains secteurs qu'on n'a même pas pu atteindre parce que soit le chemin était plus carrossable, c'était impossible d'atteindre les infrastructures qu'on voyait... qu'on voyait, parce que dans le fond, nous, on avait ciblé nos infrastructures en faisant un croisement entre les routes puis les cours d'eau. Puis, il y a certains secteurs qu'on pouvait pas atteindre parce que soit le chemin était plus carrossable ou parfois c'était carrément inondé. Donc, il y avait une problématique quelque part. Là. Donc, rendu là, ça serait quasiment mieux de les faire disparaître, finalement, dans ces coins-là. Les petits... les passages doivent plus servir à grand-chose. C'est ça, exactement, parce que là, le ponceau étant plus entretenu, bien, il amène beaucoup de problématiques au cours d'eau. Donc, effectivement, là, le démantèlement de ces infrastructures-là serait l'idéal. OK. Mais là, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est le gouvernement, est-ce qu'il prend la balle au bon? La prochaine étape, c'est quoi, finalement? C'est de trouver qui veut investir? Ou... Bien, il y a des programmes qui existent. Là. Il y a un petit programme pour l'entretien des traverses de cours d'eau de façon générale. Puis ce qui est chouette, c'est que la base de données qu'on a assemblée, au final, peut servir justement les gens qui voudraient, tous les utilisateurs, là, tout confondus, qui voudraient déposer un projet pour faire l'entretien. Ça prend entre autres un rapport photo, puis la localisation des travaux éventuels. Fait que ça pourrait servir à ça, déjà, notre projet. Ensuite de ça, bien effectivement, ça revient un peu à la responsabilité du gouvernement du Québec, en tout cas, de dicter la réglementation qui est encore soit le démantèlement, littéralement, des chemins qui sont à faible usage, ou encore leur entretien. T'sais, dans d'autres provinces canadiennes, il y a un utilisateur qui est identifié, puis c'est lui qui est responsable de l'entretien. Alors ici, c'est encore flou, finalement. C'est ça, exact. On maintient le flou, puis ça fait en sorte qu'au final, il n'y a pas grand monde qui s'occupe de ces chemins-là, qui sont littéralement abandonnés. De tous les chemins qui sont construits, il y en a à peu près 85 % qui vont être abandonnés, puis 15 qui vont devenir des chemins multi-usages utilisés par les VTT. Mais comme dit Véronique, à un moment donné, il y en a qui deviennent juste plus carrossables, puis il n'y a personne qui veut aller emprunter ces chemins-là. Ben oui. Ouais. Oui. Bien, en fait, il y a certains utilisateurs qui vont continuer à les emprunter parce que la forêt publique est utilisée beaucoup par les chasseurs, pêcheurs. Puis eux, ils ont des véhicules tout-terrain qui peuvent circuler dans ces chemins-là. Puis là, c'est là la problématique. Des fois, ils veulent pas démanteler complètement
des infrastructures parce qu'ils disent sont encore utilisées par les chasseurs, mais en même temps, là, l'infrastructure n'est pas entretenue, puis elle amène des problématiques. C'est de pire en pire. Bien, c'est ça, puis c'est qu'il y aurait d'autres moyens qui pourraient être aménagés en enlevant l'infrastructure. Il pourrait y avoir des traverses à gué aménagées qui feraient que ça amènerait moins de sédiments au cours d'eau, puis ça serait comme un compromis entre laisser une infrastructure qui n'est pas entretenue, puis complètement bloquer le passage aux utilisateurs là, qui prennent encore ces chemins-là. Oui. Tu sais, ce qu'on propose, justement, c'est d'essayer de faire plus une gestion intégrée de notre voirie forestière. C'est-à-dire, si on sait, justement, qu'on va faire dans ce secteur-là, les parterres de coupe sont déjà prévus, puis ça va être une fois dans 40 ans, qu'on sait que les chemins qu'on va faire, ça va être des chemins à faible utilisation, mais est-ce qu'on peut pas, justement, voir venir le coup, puis se dire, ben on met des infrastructures qui sont plus temporaires, comme Véronique le dit, puis, tu sais, il y a, oui, les traverses à gué, mais il y a aussi des ponts en bois qui peuvent être installés, qui sont déposés littéralement sur la berge. Il y a peu d'impact sur le milieu naturel. Puis à ce moment-là, une fois que nos travaux sont terminés, on fait juste retirer le pont. Puis tu sais, c'est pas aussi complexe que de défaire un ponceau, là, où justement on a amené du matériel granulaire par-dessus. On a stabilisé les embouts avec un géotextile, avec un enrochement. Puis ça devient compliqué à défaire. Souvent, ça sera pas fait, là, éventuellement. Et là, est-ce que la faune embarque là-dedans, si? Parce que je voyais qu'au niveau de l'ombre de fontaine, c'était pas facile pour ce poisson-là. Une fois que vous avez sorti ces infos-là, j'imagine que ça doit réagir aussi. Oui, ben comme on le disait tantôt, ça détruit son habitat, là, en fait. Là, la qualité est vraiment diminuée. Par l'apport de sédiments, entre autres, pour l'impact sur leurs branchies, sur les frayères. Mais après aussi, tu sais, des fois, il y a une chute qui va se créer en aval du ponceau, fait que, à la sortie du ponceau. Puis là, ben, à ce moment-là, à partir de 15 cm, là, ça devient compliqué pour l'autre de fontaine là, de sauter. Ouais, c'est pas un saumon. Là, non, exact. Puis, c'est ça, 15 cm, c'est compliqué. 21, ça devient, on considère que c'est un obstacle infranchissable pour le poisson là, à ce moment-là. OK. Fait que notre truite mouchetée a plus accès à certains habitats d'alimentation, de reproduction. Puis là, ben, on vient porter atteinte là, aux chances de survie là, de ces populations-là. Donc, on envoie le message aux gens de peut-être aller voir les résultats de cette étude-là pour voir s'ils sont sur leur propre terrain, peut-être touchés par la chose et réagir. Bien, effectivement, parce que là, notre étude, elle s'est effectuée en terre publique, mais les mêmes problématiques se retrouvent aussi en terre privée. Ben oui. Puis c'est encore plus complexe parce qu'il y a énormément de propriétaires privés. C'était plus facile de faire notre projet en terre publique que faire la même chose en terre privée puis avoir à communiquer avec tous les gens. Mais c'est ça, c'est sûr qu'en terre privée, il y a ce même genre de problématique-là. Puis c'est ça, comme Antoine il mentionnait, le fractionnement de l'habitat du poisson, c'est vraiment un élément important parce que souvent, le poisson va plus en amont pour se reproduire. Donc, en mettant des infrastructures comme ça qui empêchent la circulation du poisson, bien, on lui enlève beaucoup d'habitat là, de vie là, dans son cycle de vie. Oui. En espérant que les gens qui vous écoutent ce matin puissent être conscientisés par la chose. Écoutez, pour terminer, moi, j'ai un petit jeu à vous proposer. Ici, ça s'appelle le GéoJeu. Je veux voir si vous connaissez bien votre coin. Juste selon la photo qu'on vous présente, où est-ce qu'on est? Sur une batture à Rivière-Ouelle ou à Kamouraska? Ouh! Un peu plus vers l'est. Un peu plus vers l'est. Ben, en tout cas, il y a une pêche anguille dans le fleuve. Oui. Donc... On est au coin de la plage d'eau minérale. à Saint-Germain, c'est ça, ben voilà. oui. Donc, presque. Ben, je vous souhaite encore beaucoup de travail, finalement, parce que je pense que c'est important que vous le fassiez. Donc, on vous remercie d'être passé ce matin à en avoir discuté avec nous. Ben, un gros merci de nous avoir Merci. reçus. Bye. Mais c'est con, j'ai pas eu l'anesthésie, là. J'ai l'impression d'être chez le dentiste avec cette lumière-là. Je suis avec Pierre Brignot. Aujourd'hui, on parle de peinture, on parle de portraits, de modèles vivants. En effet. Donc là, il y a des ateliers qui arrivent très bientôt, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Il y en a un à Mont-Carmel qui commence, le vendredi 2 novembre, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et c'est de 19h à 21h.
Et donc, pour l'instant, j'ai 6 personnes inscrites, et puis on espérait en avoir 12, en fait. OK, donc il y a de la place, là, si on est intéressé. Il y a de la place, il y a même de la place pour 30, on peut même faire des couches de personnages. Et ça s'adresse aux gens qui viennent de commencer la chose? Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de dessiner, en fait. Il n'y a pas de niveau exigé. C'est sûr que pour les artistes, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est la meilleure école. Ça existe depuis l'Antiquité. C'est pas nouveau. Mm-hmm. Donc, bon, c'est du nu. OK, on s'entend que c'est ça. Et parce que, par exemple, dans l'Antiquité, ils faisaient ça avec des hommes. Hein. Quand ils voulaient dessiner des femmes, c'est des hommes. On n'avait pas le droit de dessiner des femmes. Mais là, on ne va pas faire ça. S'il y a une femme, on dessine une femme. Enfin, on fait ce qu'on veut. Hein. On dessine avec les moyens qu'on a. Et puis moi, je suis là aussi pour ceux qui le veulent, pour superviser, pour leur dire que, par exemple, un visage, hein, c'est environ 2 yeux, on s'entend là-dessus. Ouais, à peu près. Ouais. C'est pas une science exacte. C'est ça, exactement. Et puis voilà, quoi, c'est ça. Donc, ceux qui ont de la misère, je leur explique que moi aussi, j'en ai. Puis j'en ai même maintenant, en étant professionnel, parce que ça fait quand même très, très longtemps que je dessine. Mm-hmm. Et on a toujours des choses à apprendre et puis améliorer, quoi, voilà. Et est-ce qu'ils vont par étapes, quoi, dans le fond? Oui, alors ça commence par des pauses très rapides, hein, genre 30 secondes. OK. C'est très rapide. Et c'est sûr qu'on ne demande pas aux gens, mais c'est juste du réchauffement, c'est pour un peu débloquer le cerveau. Ouais. Tu sais, ne pas se faire un blocage, c'est dur. Non, tu fais ce que tu veux, là, puis c'est pas grave. Ouais. Puis ensuite, c'est des pauses, c'est graduellement, qui augmentent, c'est 1 minute, 2 minutes, et ça va jusqu'à 20 minutes. Okay. Donc là où on a le temps un peu plus de rater son dessin. Ouais. Et de se sentir fier de ce qu'on a essayé exactement. De rater quand même. Mais c'est sûr que c'est la meilleure école pour les artistes, hein, enfin ceux qui veulent évidemment développer l'anatomie, ouais. Parce que c'est de l'observation, puis on finit par développer des trucs, c'est-à-dire c'est beaucoup par géométrie, je sais pas. T'apprends qu'un avant-bras, c'est plus court qu'un bras, etc. Tu sais. Ouais. Donc, c'est des trucs. Puis, il y a des manières, si tu veux, de styliser et puis d'expliquer aussi que, par exemple, quand tu dessines ton modèle, il faut que tu dessines ce qu'il y a autour, en fait, en négatif. C'est-à-dire, c'est pas forcément... Il faut que tu vois des figures géométriques. Ouais. C'est ça mon concept. D'ailleurs, pour le portrait, c'est à peu près la même chose, mais on y reviendra plus tard. Et aussi, ce qu'il y a de bien dans ce genre d'atelier, c'est qu'on fait connaissance avec d'autres personnes. Oui, il y a un côté sociable. C'est ça, exactement. On va prendre un coup après, on se prend une brosse et puis... puis on pleure parce que c'est beaucoup de souffrance pour les artistes. Et c'est ça, je peux offrir un service de consultation en psychologie. Un exutoire qui devient de plus en plus glauque. Exactement. Il faut souffrir beaucoup. Non, je plaisante, mais en fait, il y en a qui font ça dans la joie et puis... Et donc là, là, on parle de modèle en tant que tel, mais la différence avec le portrait, au final, moi, j'ai toujours vu ça. C'est-à-dire que le portrait, là, c'est une autre approche que j'ai, parce qu'évidemment, un portrait, c'est plus... il faut poser beaucoup plus longtemps pour un portrait. C'est sûr que le minimum, c'est 10-15 minutes si on est très talentueux, quoi. Mais c'est pas la même démarche que j'offre pour le portrait, de toute façon. Et moi, dans mon cours de portait, c'est pas forcément la ressemblance non plus. Mm-hmm. C'est pas grave si on s'égare un peu. Par exemple, si on regarde mon portrait qui est ici, là, avec le petit bonhomme à chapeau, là. C'est ressemblant, on voit que c'est moi, mais on voit bien qu'il y a des différences, comme celui-là aussi derrière aussi. Ouais. On sait que c'est moi. Mais c'est plutôt comment dessiner un visage. C'est ça que je veux montrer. Et puis parce que c'est très intimidant de faire du portrait. Beaucoup de peintres ont peur d'aborder cette thématique-là et ce sujet-là. Et c'est vrai que ça peut être... mais moi, ce que je propose, c'est vraiment une façon de ne pas se casser la tête. Puis de passer outre à ces angoisses et... Oui, pour éventuellement peut-être créer sa petite patte à soi. Là. Exactement. Puisque la plupart du monde, ce qu'ils savent pas, c'est qu'un visage, des fois, c'est quasiment 2 yeux, 2 trous de narine et une bouche. Tout le reste autour, c'est du brouillard. Ouais. Donc, non, c'est vrai, c'est pas une blague. Donc, si ça, c'est bien réussi, donc, voilà, quoi. Et là, les gens qui nous écoutent et qui se disent « Mon Dieu, mais je veux ce cours-là », ils font comment pour s'inscrire?
Ah, ben, il faut qu'il m'appelle parce que j'ai laissé une petite promo. OK, donc c'est directement... J'ai placardé un peu partout, OK. Y compris dans les toilettes de la police, pour ceux qui... Mais bon, enfin, bref. D'accord. Ben, ils cherchent un passe-temps dedans. Non, mais souvent, ils cherchent des portraits robots. Ah oui. Parfait. Donc, on cherche les affiches. On te trouve sur Facebook aussi, j'imagine, de base. Oui, ben, sur Facebook, c'est vrai qu'on va trouver mon portfolio, par contre. Oui. Mais oui, sur Facebook, sur ma page Facebook, j'ai fait une promo, en effet. Je l'ai fait aussi sur le comité social du Kamouraska. Oui. Toujours très efficace. C'est ça, je suis en train de mettre les bouchées doubles, en fait, surtout pour pour le modèle vivant, pour que ça décolle, pour que ça reste une activité qui reste, parce que ça fait quand même la 3e année. Ouais. Ça devait se dérouler à Saint-Pascal, et puis, bon, manque de chance, la salle qui nous était attribuée était remplacée par une bibliothèque. OK. J'ai la salle du haut, mais qui est trop petite. Ah, bon. Puis, comme j'ai pas envie d'être collé foufoune du modèle, quand je dessine, ça prend plus grand. Et la salle de Mont-Carmel est vraiment très grande. Bah. On peut mettre quasiment 30 personnes. Fait que le but, c'est de se rendre à 30. Ben, c'est ça. Puis ceux qui s'ennuient pendant le modèle, ils peuvent jouer au bingo. C'est une salle qui est utilisée pour ça aussi. C'est multi. Je plaisante, mais bon. Mais c'est ça. Puis c'est pas cher faire du modèle vivant. Un papier, un crayon, ça coûte rien. Ouais, effectivement. Même un stylo à billes. Je sais qu'il y en a qui font des choses Ben oui, on n'est pas obligé d'avoir un matériel incroyable chez soi. Écoute, pour conclure, le petit géo-jeu, voir si tu connais ton coin. Oui. Est-ce que tu pourras me dire où est-ce qu'on est? Ben là, je vois qu'on est sur la planète Terre, pour commencer. Oui, c'est bon début. C'est pas Opération Mars One. Maintenant, je pense que c'est le lac de l'Est. Exactement. Mais où sont les éoliennes? Ah, ben, on n'en veut pas, des éoliennes. Bon, fait que tu connais ton Mont-Carmel pour vrai, là. On est dans le contexte. Écoute, merci beaucoup. On souhaite à tout le monde, en fait, de venir le plus nombreux possible. Le plus nombreux possible. Et nous, c'était tout pour nous, Extra aujourd'hui. Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonjour maman, si tu me vois.